trois grandes questions qui se sont présentées dans cette recherche. Tout d'abord, comment l'industrie de la pêche influence les stocks de poissons. Je veux savoir quel était l'état des flottes et aussi les entreprises qui exploitent l'Arctique. Qui sont-elles et elles le font dans quel but aussi et pour quel marché. Donc, pour y arriver, j'ai décidé de tracer le mouvement des bateaux de pêche sur une dizaine d'années, de 2005 à 2015. Ensuite, regarder la typologie des navires et les quotas aussi qui ont été pêchés dans les zones je voulais donc savoir où se trouvaient les bateaux, à quel moment de l'année ils étaient là, s'ils exploitaient la ressource à tout moment de l'année ou pas, puis s'il y avait une tendance qui se démarquait sur 10 ans. Pour y arriver, nous avons obtenu les données de Nordweg. Nordweg, ça a été créé en 1977 et c'est obligatoire depuis 2010. C'est géré par la garde côtière et c'est obligatoire pour tout bateau qui rentre dans la zone au-dessus du 60e parallèle. Ils doivent se rapporter à la garde côtière et donc ce qui nous permet d'obtenir des coordonnées pour chacun des bateaux, savoir où ils vont, leur trajet, c'est quoi le but de leur voyage et combien de temps ils vont y rester. Ce qui donne donc toutes ces informations. On a accès au nom des bateaux, le numéro d'identification du bateau qui, lui, m'a permis de pouvoir aller faire des recherches subséquentes sur chaque bateau. Je pouvais aussi trouver des photos de ces bateaux-là, trouver plein d'informations sur Internet. Donc, la nationalité du bateau, ce qui m'intéressait, c'est des bateaux strictement canadiens. Le type, moi j'ai fait des bateaux de pêche, mais aussi des bateaux de cargaison qui remontent là-dedans. La date de navigation, les coordonnées GPS, la date de fabrication et la classe de navigation dans les classes. Ensuite de ça, pour la typologie des navires, j'ai utilisé l'annexe de la FAO, qui est l'organisation pour le Food and Agriculture de la FAO. C'est ça. Donc, normalement, on prend le deadweight ton pour les bateaux de cargaison. Et là, on a décidé d'aller chercher la longueur, parce que le deadweight ton pour les bateaux de pêche, c'est pas simple à avoir. Puis, ce qui est utilisé, en fait, par la FAO, c'est vraiment la longueur. Donc, j'ai décidé de suivre leur chemin. Donc, pour la méthodologie des quotas de pêche, j'ai réussi à avoir des données de 2005 à 2012. Par contre, ils m'ont pas. J'ai fait une demande à chez Pêche et Océan Canada, le MIPO, ministère Pêche et Océan. En fait, pour avoir les données de 2012 à 2015, mais ils n'ont pas voulu les données. Donc, j'ai été forcée d'utiliser jusqu'à 2012. Les espèces principalement qui sont pêchées par les pêches extracôtières, je vais vraiment mettre en force sur l'extracôtière parce que je ne m'intéressais pas aux pêches qui sont faites à partir de la côte. Donc, c'est le flétan du Groenland et la crevette nordique, ce sont les deux plus grandes ressources pêchées. L'OPANO, c'est l'Organisation des pêches atlantiques nord-ouest, c'est eux qui déterminent les quotas avec le gouvernement du Canada. Et donc, le gouvernement du Canada parle plutôt de total autorisé des captures. Puis, je vais vous montrer les cartes. Ça, c'est ce que le gouvernement du Canada définit dans ses zones. Puis ça, c'est les zones de l'OPANO. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est la zone 0, 0A, 0B, puis la zone 2 ici, puis exceptionnellement jusqu'à 3K, dépendamment, mais c'était vraiment plus par ici. Donc, voilà. La distribution de la crevette nordique au Canada, elle est donc vraiment partout dans les eaux canadiennes, mais principalement dans l'Atlantique et dans le nord canadien.
le nord devient vraiment plus accessible. Et la ressource, en fait, est définitivement pêchée. On veut savoir ce qui est pêché parce que les bateaux ils ont une meilleure classe de navigation. Est-ce qu'ils peuvent plus aller naviguer dans les glaces? Est-ce que la ressource se distribue plus au nord? Il y a quelle question? Donc, ça ici, c'est en graphique. On peut voir à peu près la même donnée que sur les cartes. Donc, on peut voir la distribution par mois. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir de 2011, en janvier, février, mars, on peut définitivement plus aller pêcher. Les bateaux sont définitivement vieillissants. On voit qu'en 2009-2010, c'est là où la majorité des bateaux avaient 25 ans, donc en grande forme. Pour vous donner une idée, un pétrolier est obligé de renouveler sa flotte et est considéré plus bon. Il doit être jeté, en fait, après 25 ans. Un bateau de pêche ne doit pas se soumettre aux mêmes réglementations, mais 25 ans pour un bateau, c'est quand même, commence à être fatigué. Donc, en 2009-2010, c'est le pic, sauf qu'après, il n'y a pas de renouvellement. Les bateaux sont juste plus vieillissants, les bateaux de 10 ans et moins disparaissent pratiquement. Ceci, c'est le nombre de bateaux de pêche en longueur qu'on a trouvé pour l'œuf étang et pour les chalutiers, qui est la pêche à la crevette. Ce qu'on voit en fait, c'est que la pêche à la crevette possède des bateaux beaucoup plus longs, beaucoup plus importants, et donc des bateaux usines, ce qui leur permet de moins fréquemment aller débarquer leur stock justement au Groenland, faire les voyages plus longs en mer et moins de petits voyages pour aller débarquer leur stock. Ça, c'est pour voir, j'ai comme compilé ça rapidement pour la présentation. J'essaie de trouver la meilleure façon de présenter l'âge de ces bateaux-là. Donc, j'ai comme compilé selon les codes de la FAO, 223 à 260, c'est du plus petit au plus long. Puis, en fait, on voit que dans les plus gros bateaux, c'est en 2000, ça commence à être... on commence à en rentrer. On en a quelques-uns pour la pêche au pétan, mais la pêche à la crevette, on voit que dans les années 2000, on a comme peut-être rentré un peu plus de bateaux de grande envergure. Avec les cartes que vous avez vues, je trouvais ça intéressant d'aller chercher aussi, voir le nombre d'accidents qui ont été répertoriés dans la zone Nord-Ouest pour voir s'il y avait des interférences ou des problématiques qui pouvaient survenir du fait que les bateaux étaient vieillissants. Et pour la classe de navigation en glace, en eau glacée. Puis, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant ici, dans le décor de Davis, le point vert. C'est un des bateaux de pêche, c'est le Sapouti. Puis, il a été répertorié comme immobilisé au mois de février. Février 2000. Une année quelconque que j'ai quelque part. Donc, c'est ça. Puis, en fait, il ne détient pas la certification pour pouvoir naviguer au mois de février. Donc, je trouve ça intéressant de souligner qu'il est un peu plus aventurier et un peu plus cowboy. Il a décidé d'aller se prendre dans les glaces par lui-même, probablement pour... donc, voilà. Pour les quotas, ce que j'ai trouvé, c'est que dans les
savoir, en fait, pour la commune nordique, qui détenait les permis de pêche et qui pouvait donc aller exploiter cette ressource. Et c'est sans contredit Terre-Neuve Labrador qui détient la Palme d'Or. De Nunavut, Nunavik, une petite part, mais c'est vraiment principalement Terre-Neuve Labrador qui exploite la ressource du Nord. En conclusion, en fait, pour répondre à la première question, comment l'industrie de la pêche influence-t-elle les stocks de poissons, on peut dire que la pêche dure plus longtemps, que les zones de pêche nordiques sont de plus en plus exploitées, que les bateaux-usines sont plus gros, plus longs. Quelles sont les grandes entreprises qui exploitent la pêche? On voit que la pêche, la crevette reste l'industrie la plus importante, qui rapporte le plus aussi, celle que les quotas sont plus volumineux, puis ils sont principalement attribués à Terre-Neuve Labrador. L'état des flottes, les bateaux sont vieillissants. La classe de navigation des eaux glacées n'est pas toujours respectée. C'est d'où les tableaux de l'océan. Et les quotas de pêche, c'est ça, sont pas toujours respectés et les compagnies pétantes du NN n'ont pas donc respecté les quotas pendant de 2009 à 2012 pour la zone de l'Ouvanien qui nous intéresse. On a aussi le temps pour quelques questions. Monsieur Marois. Félicitations, Amélia. Merci. À la fois pour le bébé et pour la présentation intéressante. Amélia, vous avez surtout insisté sur la crevette. Oui. Peut parler du flétan. Oui. D'abord, y a-t-il une carte des zones de pêche de flétan? Deuxième question, pourquoi vous en avez moins parlé? En fait, le flétan est un peu moins important que la pêche de crevette en termes de nombre de bateaux, puis de quotas pêchés, de tonnes pêchées par année. Mais c'est la même carte de l'Ouvanien. C'est la même zone. C'est la même carte que vous avez présentée tous les deux. Oui, exactement. C'est la même zone pour le flétan ou le. Là, dans la recherche que j'ai faite, je leur donne une place égale, je crois. Mais pour l'instant, je suis allée chercher des résultats qui partaient en fait. J'avais envie de vous présenter des choses. Vous me permettez une dernière question? Oui. Peut-être que je me trompe, le flétan coûte très cher. En tout cas, dans les magasins d'alimentation. Et depuis quelque temps, c'est difficile de trouver du flétan. Sauf dans les poissonneries. Peut-être que je me trompe encore. Mais y a-t-il un lien entre la demande et l'offre, la quantité pêchée de flétan? En fait, le flétan est surgelé, puis vendu en surgelé et à l'étranger. Ah oui. Donc, je pense que c'est pour ça que la ressource n'est pas nécessairement distribuée ici de manière fraîche. Ouais. Elle est surgelée sur le bateau, puis empaquetée dans des usines, soit à Charlottetown, Terre-Neuve Labrador, puis et shippée un peu partout. Shippée. On était ça. Elle est livrée un peu partout dans le monde. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir le chiffre de flétan. Je parle. Quelle est la proportion du flétan qui est pêché et shippé, mais qui est pêché en zone. En zone nordique? Oui, et ambigu aussi. Entre ce que le ministère détermine comme zone de pêche et ce que les zones internationales aussi déterminent. Il n'y a pas correspondance. Il n'y a pas de correspondance entre les réclamations territoriales maritimes canadiennes et, par exemple, ce que va réclamer le Groenland.
a pas de zone de contestation, il n'y a pas de... Rapporter, Contesté par le Groenland? non. Non? Ouais, c'est une question. Non. Parce qu'il y a souvent des litiges importants. Il y a souvent des litiges importants, particulièrement dans le Nord, entre les zones de pêche, les eaux territoriales, etc. C'est un problème très important dans l'Arctique et dans l'Atlantique. Ouais. Ben, en fait, avec c'est un peu particulier. Je pense que c'est probablement vrai pour les plus petits particuliers et les pêches non extra-côtières. OK. Du fait que, en fait, t'es autochtone, puis t'as toujours fait comme ça, puis t'as tes petits bateaux, tes trucs, puis tu vas sur la côte, puis tous ces quotas-là, il y en a aussi. Mais je ne suis pas rentrée là-dedans. Je suis vraiment allée dans les bateaux usines, dans les bateaux de pêche pour des compagnies. Fait que ces compagnies-là, dans le fond, ils ont des quotas qui sont attribués, ils ont des permis de pêche aussi, puis ils ont aussi, le bateau a une nationalité. Donc, si ton bateau est canadien, tu ramènes tes débarquements au Canada. Fait que tout ça, c'est calculé. C'est un peu plus direct que toutes les petites pêches. Mais c'est pas faux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de litiges, mais je pense que c'est vrai plus pour les pêches non extra-côtières. Merci d'avoir suivi mon réponse. Malheureusement, on n'aura pas le temps pour d'autres questions, mais il y a une petite pause qui s'en vient. Fait que vous pouvez continuer